L'expédition allemande au Groenland en 1943 n'avait rien à voir avec les roches. Le rapport officiel remis au Reichsministerium décrivait des études géologiques, de la prospection minière, une évaluation stratégique des ressources au cas où les forces alliées tenteraient des opérations dans l'Arctique. L'équipe était composée de 12 hommes, 6 scientifiques, 4 membres du personnel de soutien, 2 officiers SS. Ils partirent d'une base en Norvège à bord d'un navire de transport modifié et renforcé pour la navigation dans les glaces. Le manifeste répertoriait du matériel sismique, des appareils de forage et des instruments de terrain standard. Rien d'inhabituel. Rien qui puisse attirer l'attention des analystes du renseignement qui passaient au crible les communications interceptées. Le véritable manifeste était différent. Dans un dossier enfermé dans un coffre-fort à bord du navire, se trouvait une liste d'équipements qui n'avait rien à voir avec une étude géologique. Des récepteurs radio, calibrés sur des fréquences bien au-delà des bandes de communication standard. Des oscilloscopes capables d'afficher des formes d'ondes avec une résolution de l'ordre de la microseconde. Des appareils d'enregistrement utilisant du fil magnétique à la place du papier, conçus pour capter des signaux trop rapides pour être transcrits par des opérateurs humains. Et un appareil construit dans un laboratoire de Munich qui n'avait pas de nom officiel, mais qui était appelé le résonateur dans les notes de service interne. Le résonateur était la raison d'être de l'expédition. Tout le reste n'était qu'une couverture. 3 mois plus tôt, un physicien nommé Klaus Bergmann avait présenté ses conclusions à un petit groupe au sein du SS Ahnenerbe, l'organisation chargée de mener des recherches historiques et scientifiques en accord avec l'idéologie du Reich. Bergmann n'était pas membre du parti. Il n'était pas politisé. C'était un radioastronome qui avait passé des années à étudier le bruit atmosphérique, le rayonnement solaire et les faibles signaux qui atteignaient la Terre depuis l'ionosphère. Il avait découvert une tendance. Ce schéma apparaissait dans les données collectées pendant 18 mois par une station d'écoute en Bavière, de faibles impulsions, régulières, se produisant par groupes séparés par des intervalles variables, mais suivant une relation mathématique que Bergmann avait retracée jusqu'à la mécanique orbitale. Quelqu'un ou quelque chose émettait. Pas depuis la Terre, pas depuis le Soleil, depuis quelque part dans le système solaire externe. Et le signal devenait plus fort. Bergmann calcula la trajectoire de la source. Il extrapola sa trajectoire en se basant sur les décalages Doppler dans la fréquence du signal. Et il arriva à une conclusion qui aurait dû le faire passer pour un délirant. La source se déplaçait sur une orbite qui l'amènerait dans le système solaire interne dans un avenir lointain, dans plusieurs décennies, peut-être plus, mais calculable, prévisible. Il nomma la source objet K, et il présenta une deuxième découverte qui attira l'attention des personnes importantes. Le signal ne provenait pas uniquement de l'espace. Il avait des échos, des réflexions, provenant de points spécifiques sur Terre. L'un de ces points se trouvait au Groenland. Les coordonnées fournies par Bergmann étaient éloignées, loin de toute zone habitée, au cœur de la calotte glaciaire. Mais lorsqu'on les a recoupées avec les relevés géomagnétiques effectués des années auparavant, l'emplacement correspondait à une anomalie, une région où les relevés de la boussole déviaient, où la glace était plus épaisse que dans les zones environnantes, mais où le radar suggérait la présence de vide en dessous,
Un endroit qui avait été noté, classé, puis oublié. Jusqu'à ce que les données de Bergman suggèrent qu'il émettrait. Le chef de l'expédition était le Hauptsturmführer, Werner Kessler. Âgé de 32 ans, il était un vétéran des campagnes en Pologne et en France. Il avait été transféré à Lahnenerbe, non pas pour ses qualifications académiques, mais pour sa capacité à gérer des opérations difficiles dans des environnements hostiles. Kessler ne comprenait pas la science. Il n'en avait pas besoin. Son travail consistait à amener l'équipe aux coordonnées indiquées, à la protéger pendant qu'elle travaillait et à ramener tout ce qu'elle trouverait. Le navire atteignit la côte est du Groenland début septembre. La glace reculait, mais était encore suffisamment épaisse pour bloquer le passage. Ils débarquèrent sur la banquise et établirent un camp de base. Abris préfabriqués. Dépôt de carburant. Cache de ravitaillement. Les scientifiques assemblèrent leur équipement, tandis que les hommes de Kessler établissaient un périmètre et préparaient les traîneaux de transport pour le voyage vers l'intérieur des terres. Bergman n'était pas avec eux. Il lui avait été interdit de participer à l'expédition. Trop précieux, trop indispensable pour être risqué sur le terrain. À sa place, son assistant, un jeune physicien nommé Otto Falk, transportait les notes de Bergman et faisait fonctionner le résonateur. Falk était nerveux, maigre, pas fait pour le froid. Mais il connaissait l'équipement mieux que quiconque dans l'équipe. Le voyage vers l'intérieur des terres dura 11 jours. Ils tirèrent les traîneaux sur la glace. Ils contournèrent les crevasses. Ils dormirent dans des tentes qui retenaient à peine la chaleur. Le temps était rude. Le vent transperçait toutes les couches de vêtements. La température était telle que les outils métalliques étaient douloureux à toucher, même avec des gants. 2 hommes eurent des engelures. Un traîneau brisa la glace fragile et dut être abandonné avec la moitié de son chargement. Mais ils atteignirent les coordonnées. Le site ressemblait à n'importe quelle autre étendue de glace. Plat, blanc, infini. Le seul indice qui pouvait laisser penser que quelque chose était différent était une légère décoloration de la neige. Une zone où la surface était plus lisse, moins texturée, comme si quelque chose en dessous dégageait de la chaleur. Pas beaucoup, juste assez pour modifier la façon dont les cristaux de glace se formaient. L'équipe a installé son campement et a commencé à forer. La glace était dense. Les progrès étaient lents. À 15 mètres de profondeur, ils ont atteint une couche de sédiments. À 20 mètres, le forêt a percé et a débouché sur un espace ouvert. De l'air s'échappa du trou. De l'air chaud. Pas brûlant, mais plus chaud qu'à la surface. La différence de température était suffisante pour provoquer de la condensation. Du givre se forma autour du site de forage, se répandant selon des motifs trop réguliers pour être aléatoires. Kessler ordonna de descendre des lumières dans le trou. Les faisceaux révélèrent une cavité, une chambre. Les parois étaient en glace, mais elles étaient lisses, polies. Elles reflétaient la lumière d'une manière différente de la glace naturelle. Et au fond, à 30 mètres sous la surface, se trouvait un sol. Pas de la glace, pas de la roche. Quelque chose de sombre, de plat. L'équipe descendit à l'aide de cordes. Falk apporta le résonateur. Les autres scientifiques transportèrent des instruments, des caméras, des outils d'échantillonnage. Kessler et l'un de ses hommes descendirent armés, à l'affût de menaces qu'aucun d'entre eux ne pouvait définir, mais que tous ressentaient. La chambre était plus grande que ne le laissait supposer le trou de forage. À peu près circulaire, 40 mètres de diamètre.
Le plafond était incurvé, en forme de dôme, rejoignant les murs dans une transition douce. Aucune trace d'outil, aucune jointure. Le sol était fait du même matériau sombre que celui vu d'en haut. Au toucher, il était froid, mais pas autant que la glace. Dur, mais pas cassant. Il absorbait le son. Les pas résonnaient étrangement, comme si l'espace était à la fois plus grand et plus petit qu'il n'y paraissait. Falk installa le résonateur au centre de la chambre. L'appareil émit un bourdonnement lorsqu'il s'alluma. Les tubes avides brillèrent. Les aiguilles des cadrans tremblèrent. Et en quelques secondes, le signal apparut. Il n'était pas faible. Il était fort. Clair. Une impulsion répétitive. De courtes rafales, séparées par des intervalles précis. La fréquence correspondait exactement aux données de Bergman. Mais ici, sous la glace, le signal n'était pas un écho lointain. Il était immédiat, présent, comme si la chambre elle-même en était la source. Falk enregistra tout, la forme d'onde, le timing, les variations d'amplitude. Il ajusta les réglages du résonateur, balaya les fréquences et trouva des harmoniques, des sons supérieurs, des couches de signaux imbriqués dans l'impulsion primaire. La structure était complexe, bien plus complexe que tout ce qui existe dans la nature, bien plus complexe que tout ce que la technologie humaine de l'époque pouvait produire. L'un des scientifiques, un géophysicien nommé Müller, examina le sol. Il préleva des échantillons, testa la dureté, passa un aimant sur la surface. Le matériau n'était ni du métal, ni de la pierre. Il ne réagissait à aucun des tests standards. Mais lorsqu'il plaça une électrode contre lui et appliqua un courant, la surface se mit à briller. Faiblement. Une lumière bleu pâle qui se propageait en ondulation à partir du point de contact. La lueur pulsait, en synchronisation avec le signal du résonateur. Kessler ordonna de prendre des photos, des échantillons, de la documentation. L'équipe travailla rapidement. La chambre n'était pas assez chaude pour être confortable. La respiration givrait dans l'air. Les doigts étaient engourdis malgré les gants. Mais l'urgence n'était pas seulement physique. Il y avait un sentiment, tacite, que la chambre était consciente de leur présence, que leur descente avait déclenché quelque chose. Falk le remarqua le premier. Le signal changeait, pas en fréquence, pas en amplitude, mais en motif. Les intervalles entre les pulsations raccourcissaient, de quelques microsecondes à la fois, à peine détectables, mais mesurables. Le signal s'accélérait. Il en fit part à Kessler. Kessler ordonna à l'équipe de terminer et de se préparer à remonter. Mais avant qu'ils aient pu ranger l'équipement, le sol se mit à bourdonner. Pas bruyamment. Une faible vibration, plus ressentie qu'entendue. Le matériau sombre sous leurs pieds résonnait. La lueur bleue s'intensifia, se propagea. Des lignes apparurent sur le sol, géométriques, rayonnant depuis le centre où se trouvait le résonateur. Les lignes formaient des figures, des cercles dans des cercles, des angles qui se connectaient d'une manière difficile à suivre visuellement. Müller recula du bord d'une des lignes lumineuses. Il ne voulait pas la toucher. Aucun d'entre eux ne voulait la toucher. Mais les lignes continuaient de se propager. En quelques secondes, elles recouvrirent tout le sol. La chambre se remplit d'une lumière pâle. Les ombres se déplacèrent. Elles bougeaient indépendamment des personnes qui les projetaient. Puis le son commença. Il ne provenait pas du résonateur. Il venait des murs. Un son grave, profond, résonnant. Il correspondait au bourdonnement du sol, mais était plus fort, plus plein. Les murs de glace vibraient. Du givre tombait du plafond en plaques.
La tonalité monta en intensité, lentement, progressivement. Et à mesure qu'elle montait, les lignes sur le sol se mirent à pulser plus rapidement. Falk éteignit le résonateur. L'appareil se tut, mais pas la chambre. La tonalité continua. Les lignes continuèrent. Ce qui avait été activé ne dépendait pas de l'équipement. Cela attendait. Et le résonateur l'avait simplement réveillé. Kessler cria des ordres. L'équipe attrapa ce qu'elle pouvait, abandonna le reste. Ils se précipitèrent vers les cordes. Un homme glissa sur le sol lumineux et tomba. Il hurla. Pas de douleur, de peur. La lueur à l'endroit où il avait touché le sol s'intensifia, se propagea le long de son bras. Il retira brusquement sa main, et la lueur s'estompa. Mais sa main était marquée, pâle, gelée, comme si le sol avait aspiré la chaleur de sa chair en un instant. Ils le hissèrent. Ils tirèrent tout le monde hors de la chambre aussi vite que les cordes le permettaient. Le dernier à monter fut Falk. Alors qu'il grimpait, il regarda en arrière. La chambre était maintenant entièrement éclairée. Les lignes avaient formé un motif, une carte. Et au centre, là où se trouvait le résonateur, une forme se dessinait. Ni solide, ni lumineuse. Quelque chose entre les deux. Une colonne, s'élevant du sol, atteignant le plafond. Falk n'attendit pas de voir ce qui allait se passer ensuite. Il grimpa. À la surface, l'équipe démolit le site de forage, emballèrent à l'équipement qu'ils avaient apporté, laissèrent tout le reste derrière eux. Le son provenant d'en bas était audible, même à travers 30 mètres de glace. Un grondement sourd qui faisait vibrer le sol. La surface lisse de la glace, autour du site de forage, commença à se fissurer. Pas des fractures aléatoires. Des lignes. Le même motif géométrique que celui du sol de la chambre. S'étendant vers l'extérieur, grandissant. Kessler ordonna l'évacuation immédiate. Ils chargèrent les traîneaux et se mirent en route. Rapidement, malgré leur épuisement. Le bruit les suivait, s'estompant avec la distance, mais sans jamais disparaître complètement. Et derrière eux, la glace changeait. Elle se soulevait, s'effondrait, se remodelait d'une manière qui défiait les lois de la physique de l'eau gelée. Le retour au camp de base prit 9 jours. 3 hommes ne survécurent pas. L'un d'eux tomba dans une crevasse qui s'était ouverte sans prévenir. 2 autres ont disparu pendant une tempête. Lorsque le vent s'est calmé, ils avaient disparu. Aucune trace, aucun corps, juste une absence. Le reste de l'équipe a atteint la côte. Ils ont embarqué sur le navire. Ils ont mis le cap sur la Norvège. Kessler a rédigé un rapport. Minimaliste, concis. L'expédition avait rencontré des conditions de glace instables. Les études géologiques étaient incomplètes. Il recommandait de ne plus mener d'opérations dans la région jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Le véritable rapport a été envoyé à un autre bureau, codé. Il a été remis en main propre. Il comprenait les enregistrements de Falk, les photographies, les échantillons de Müller, et une seule recommandation: ne pas revenir. Les échantillons ont été analysés dans un laboratoire à Berlin. Le matériau a été identifié comme inconnu. Sa composition ne correspondait à aucun élément ou composé figurant dans les bases de données existantes. Il était inerte dans tous les tests standards. Mais lorsqu'il était exposé à des fréquences radio spécifiques, il brillait. Et la lueur persistait pendant des heures après l'arrêt du signal. Comme si le matériau stockait de l'énergie, le conservant, attendant de le libérer. Falk fut interrogé, puis mis à l'écart. Il ne fut pas autorisé à publier, ni à discuter de ses découvertes. Il passa le reste de la guerre à travailler dans l'isolement sur des projets classés au-dessus de son niveau de sécurité.
Après la guerre, il disparut. Aucun acte de décès, aucun document d'immigration, aucune trace. Bergman poursuivit son travail, suivant l'objet K, affinant ses calculs, prédisant sa trajectoire. Il était la seule personne en dehors de l'expédition à savoir ce qui avait été trouvé au Groenland. Et il comprenait ce que cela signifiait. Le signal n'était pas aléatoire. Il n'était pas naturel. C'était une balise ou une clé tournant dans une serrure dont l'humanité ignorait l'existence. En 1996, un brise-glace, effectuant des recherches climatiques, passa près des coordonnées de l'expédition de 1943. Son radar à pénétration de sol détecta une anomalie. Un vide sous la glace, plus grand que prévu, d'une forme inhabituellement régulière. Les données ont été signalées, classées, transmises par les canaux habituels, jusqu'à ce qu'elles parviennent à quelqu'un qui a reconnu l'emplacement. Une petite équipe a été constituée, discrète, sans profil de mission officielle. Ils se sont envolés pour le Groenland. Ils ont foré, descendu, et trouvé la chambre. Toujours là, inchangée. Le sol était sombre, inerte, aucune lueur, aucun bourdonnement. Mais le motif était visible, gravé dans la surface, permanent. Ils ont installé leur équipement, des capteurs modernes, des enregistreurs numériques, et ils ont attendu. Pendant 3 jours, rien ne s'est passé. Puis, le 4e jour, l'équipement a enregistré un signal, faible, lointain, ne provenant pas de la chambre, mais de l'espace. Une impulsion, régulière, structurée. La fréquence correspondait aux données de Bergman, datant de 50 ans auparavant. Elle correspondait aux enregistrements de Falk. Et lorsqu'ils ont recoupé les données avec les données astronomiques, ils ont trouvé la source. Une comète, baptisée 3I/Atlas, récemment découverte, sur une orbite qui l'amènerait dans le système solaire interne dans les décennies à venir. Le signal provenant de la chambre s'activait lorsque la comète franchissait un certain seuil. Une distance, un alignement, quelque chose qui déclenchait le réseau dont la chambre faisait partie. L'équipe enregistra tout. Puis, scella le site, effondra le tunnel d'accès, l'enterra sous la glace et la roche. Les données ont été classées confidentielles, enfermées dans des archives dont l'existence n'était reconnue par aucun gouvernement. Et la chambre, enfouie sous la glace du Groenland, est redevenue silencieuse, attendant, écoutant, prête à se réveiller lorsque 3I/Atlas reviendrait et que le signal serait suffisamment fort pour actionner à nouveau la clé. En 2019, une étudiante diplômée de l'université de Copenhague est tombée par hasard sur une référence dans un rapport militaire norvégien déclassifié. Le rapport mentionnait une expédition allemande au Groenland en 1943. Une activité normale en temps de guerre. Sauf que le rapport comprenait une note de bas de page. Une seule ligne indiquant que les résistants norvégiens avaient intercepté des transmissions radio de l'expédition qui ne correspondaient pas au protocole de communication militaire standard. Les transmissions étaient décrites comme rythmiques, pulsées, non verbales. L'étudiante a demandé à consulter les registres d'interception originaux. Sa demande a été rejetée. Elle a renouvelé sa demande par voie académique. Elle a de nouveau essuyé un refus. À la 3e tentative, 2 hommes en costume banal se sont présentés à son dortoir. Ils étaient polis, professionnels. Ils lui ont expliqué que les documents qu'elle demandait étaient toujours classifiés en vertu des accords de partage de renseignements de l'OTAN, que ces demandes avaient été signalées
que la poursuite de ses recherches entraînerait des complications pour sa carrière universitaire. Elle a cessé de demander. Mais elle avait déjà trouvé des coordonnées dans le rapport norvégien. Approximatives, vagues, mais suffisantes. Elle les a publiées sur un forum dédié au mystère de l'Arctique. En quelques heures, le message a été supprimé. Son compte a été suspendu. Mais des captures d'écran avaient été prises, partagées. Les coordonnées se sont répandues à travers les réseaux de chercheurs, de théoriciens du complot et d'historiens amateurs qui ont rassemblé des fragments d'histoire que les canaux officiels refusaient de confirmer. En 2022, une expédition privée a été organisée, financée par un entrepreneur technologique qui avait fait fortune dans les communications par satellite et s'était intéressé aux anomalies historiques. L'équipe comprenait des glaciologues, un ingénieur radio et une équipe de tournage documentaire. L'objectif officiel était d'étudier les effets du changement climatique sur la calotte glaciaire du Groenland. Le véritable objectif était les coordonnées. Ils ont atteint le site en août. Ils ont utilisé un radar à pénétration de sol pour cartographier le sous-sol. Ils ont trouvé le vide, plus grand que prévu. Sa forme ne correspondait à rien de naturel. Ils ont foré, lentement, prudemment. Ils ont atteint la chambre en 6 jours. Ils sont descendus avec un équipement moderne. Des lumières LED, des caméras haute résolution, des spectromètres portables. La chambre était exactement telle que décrite dans les rapports récupérés de 1943. Le sol sombre, les murs lisses, les motifs géométriques gravés à la surface. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Au centre de la chambre, là où Falk avait placé le résonateur 79 ans plus tôt, le sol était différent, surélevé. Une colonne, pas très haute, peut-être 1 mètre. Elle n'était pas là en 96, lors de la dernière visite du site. Ou si elle était là, elle n'avait pas été documentée. L'ingénieur radio s'approcha de la colonne avec un scanner de fréquence. Au début, l'appareil n'enregistra rien. Puis, alors qu'il s'approchait, un pic, faible, bande étroite. La fréquence lui était familière. Il vérifia ses notes. Il fit des recoupements. La fréquence correspondait aux émissions connues de 3I/Atlas. La comète se trouvait dans le système solaire externe, à des milliards de kilomètres. Mais ici, sous la glace, quelque chose résonnait avec elle. Le chef de l'expédition prit la décision de partir. Immédiatement. Pas d'échantillon, pas de documentation supplémentaire, juste des photos et des données de capteurs. Ils remontèrent à la surface, scellèrent le site de forage et retournèrent à leur camp de base. Cette nuit-là, 3 membres de l'équipe rapportèrent avoir fait des rêves identiques. Une voix qui ne parlait pas, qui fredonnait. Le même son que Falk avait décrit. Le même son qui avait poussé l'expédition de 1943 à quitter la chambre. Lorsqu'ils comparèrent leurs notes, ils réalisèrent que ce son n'était pas aléatoire. C'était une fréquence. Et elle correspondait à l'impulsion provenant de la colonne.